Allez, on est parti pour la troisième vidéo de la série, vidéo dans laquelle je vais présenter un deuxième plan possible pour la dissertation. Il me paraît important de montrer qu'il y a plusieurs plans possibles, parce que ce n'est pas parce que je n'ai pas fait le plan du professeur que c'est forcément faux. Il y a plusieurs possibilités, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que en réalité, il y a toujours un nombre fini d'exemples et d'arguments, et que c'est la combinaison de ces différents exemples et arguments qui va permettre de faire des plans qui sont différents. À moins que les arguments ou que les exemples soient faux, en réalité, ce n'est pas l'exemple ou l'argument qui importe, mais l'utilisation qui en est faite dans la construction générale du devoir, qui doit donc avoir pour mission de donner plusieurs réponses possibles au problème. Ici donc le sujet est toujours le même, nous traitons de Gargantua de Rabelais en essayant de répondre au sujet de dissertation, le savoir rend-il heureux? Je vous renvoie à la première vidéo, celle dans laquelle j'ai fait la problématisation du sujet, expliquer comment le sujet est construit, quels sont les problèmes qu'il soulève et du coup quels sont les plans possibles. J'en ai mis 2. Ici, nous sommes dans le deuxième. Je place celui-ci en deuxième, tout simplement parce qu'il est un peu plus complexe, parce que justement, on va travailler sur la notion qui n'est, entre guillemets, pas au programme, dans le sens où le bonheur, contrairement au savoir, n'est pas intégré au parcours associé sur l'œuvre de Rabelais. Donc je vous renvoie à la première vidéo d'analyse du sujet et on va passer directement à l'introduction. Donc dans l'introduction, toujours on met les éléments nécessaires mais pas plus. Donc on présente rapidement le contexte, rapidement l'auteur. Pas besoin de donner toute sa page Wikipédia. L'important c'est surtout d'avoir des informations intéressantes par rapport au sujet, par rapport au problème. J'ai donné des exemples dans la vidéo précédente. Présentation du contexte donc, présentation de l'auteur, présentation de l'œuvre. Il vous faut un petit résumé de Gargantua. Le résumé, il est très bref, il n'y a pas forcément besoin d'en faire des pages, mais il faut que vous mettiez le début, le milieu et la fin pour montrer à votre correcteur que vous savez de quoi vous parlez. Ensuite arrive la fameuse étape de la problématisation. Je l'ai esquissé dans la vidéo d'analyse du sujet. Ici, on va voir un peu plus précisément, de manière rédigée, comment le problème du bonheur pourrait être formulé. Là encore, je le redis, j'ai ma manière personnelle de rédiger, c'est sans doute trop compliqué, on peut faire beaucoup plus simple. On commence toujours la problématisation par montrer que le sujet a raison. Le livre de Rabelais met en scène l'éducation de son personnage principal, Gargantua, et le fait passer de l'enfance à l'âge adulte, du bébé soifard au roi sage. Cette mise en scène de l'éducation sert ainsi à Rabelais à mener une réflexion sur le bon enseignement en présentant assez clairement des modèles et des contre-modèles éducatifs. Ainsi, si le bon précepteur est celui qui fait de Gargantua le roi qu'il doit être, nous aurions envie de croire à la lecture du roman que le savoir acquis par l'éducation est précisément ce qui nous permettrait d'accéder à une certaine forme de bonheur. En d'autres termes, le savoir rend heureux parce que je suis des modèles pertinents qui me permettent de m'accomplir. Cependant, la problématisation doit montrer qu'il y a une limite dans le sujet. Cependant, si le parcours associé à l'étude du roman Rire et savoir nous a amené à nous pencher sur la question du savoir, il ne pose pas explicitement la question du bonheur, et il serait erroné d'établir un parallèle exact entre le rire et le bonheur. On peut rire jaune ou faire de l'humour noir, prendre un fou rire dans une situation stressante ou à l'enterrement d'un proche, ou encore, à l'inverse, jouir stoïquement de notre bonheur dans une forme d'ataraxie des passionnés. Donc c'est là que je vais montrer la coloration de ma problématisation. Je ne vais pas problématiser sur le savoir, mais sur le bonheur, en montrant le problème qu'il y a à l'associer au savoir. En effet, si on relit attentivement le livre, avec les basiques à lire les lettres inapparentes, comme dirait Rabelais, s'il n'y est pas explicitement question de bonheur, il ne semble pas non plus y avoir de personnages vraiment malheureux. Cette analyse viendrait donc alors compromettre notre jugement a priori, notre première lecture, qui hiérarchisait les savants et les ignorants en fonction de ce critère du bonheur. Là encore, je vous remets en rouge les étapes clés. Le sujet a raison, on a envie de croire que le savoir acquis par l'éducation nous permet d'accéder à une certaine forme de bonheur. Cependant, limite du sujet, on ne peut pas véritablement hiérarchiser les savants et les ignorants en fonction du bonheur. Le bonheur n'est pas un bon critère de hiérarchisation. Alors il faudra faire attention, c'est pas parce que c'est pas un bon critère que je dois évacuer le critère. Le sujet, c'est le savoir rend-il heureux, je ne peux pas faire l'impasse sur la notion de bonheur, il me faut m'y frotter. Comme pour l'autre plan, je mettrai les arguments à droite, les exemples à gauche. Je le répète, un argument sans exemple n'est pas efficace, un exemple sans argument est incompréhensible. Il faut forcément les deux pour pouvoir
comprendre ce que vous essayez de nous démontrer. La dissertation est un exercice d'argumentation, vous devez nous convaincre que vous avez raison, et la conviction, elle passe par des preuves. Alors, pour mon grand 1, je n'ai jamais le choix, le sujet c'est le savoir rend-il heureux, donc grand 1 dans Gargantua, le savoir rend heureux. Ici, je vais essayer dans ma réponse partielle, dans la ligne de conduite finalement de ma partie, d'intégrer la notion de rire, et ici j'essaierai de montrer que avec Gargantua, on rit contre les personnages ridicules, et que du coup le rire devient le marqueur du rejet de Rabelais. Alors, le savoir rend heureux, tout simplement parce que, on rejette les mauvais pédagogues par le rire. Déjà, rien que concernant leur onomastique, c'est-à-dire l'étude de leur nom propre, on va pouvoir avoir des éléments, des indices du rejet de Rabelais quant à ces mauvais pédagogues. Jobelin bridé, d'une part, le Jobelin est un individu fou ou niais, ou un jargon qui permet d'entourlouper les crédules. Par ailleurs, le fait qu'il soit bridé montre qu'il est lui-même limité, ou alors qu'il limite les autres par son enseignement. De la même manière, Tubal Holoferne, Tubal signifie en hébreu la confusion, et Holoferne, par la référence au personnage biblique, ce général qui va être tué par Judith, évidemment, on a un projet de Rabelais pour ce personnage, il faudrait le tuer. Et en effet, ce projet va être confirmé dans la diégèse, à l'intérieur du cadre de l'histoire, par la sentence prononcée par Grand Gousier, le père de Gargantua, suite à la battle de discours contre Eudémon. De la même manière, nous allons avoir un rejet des mauvais pédagogues du fait de l'inanité de leur éducation, puisqu'en réalité, l'ensemble de leur éducation ne sert à rien. Si on fait le calcul du temps passé que Gargantua met à apprendre les choses sous leur enseignement, il passe 52 ans. À quoi faire? À apprendre l'alphabet et des livres par cœur, de manière à pouvoir les réciter à l'endroit ou à l'envers. Par ailleurs, lorsque on va demander à Gargantua ce qu'il a retenu du traité des couleurs, il va répondre qu'il n'y a aucun sens aux couleurs, ce qui prouve bien qu'il n'a rien compris à ce qu'il a appris. Enfin, ce rejet des mauvais pédagogues, il va être montré clairement par le passage du mauvais au bon pédagogue, et notamment la période de transition entre Jobelin bridé et Ponocrate, qui va être marqué par un vomissement. Ponocrate commence son enseignement par faire vomir son élève pour lui faire justement rejeter tout ce qu'il a appris. Il n'avait pas appris grand-chose, mais le peu qu'il a appris, il va falloir l'évacuer. Ainsi, la battle de discours contre Eudémon va bien montrer justement ce rejet des mauvais pédagogues, puisque ces mauvais pédagogues ne peuvent engendrer que du malheur, puisque à la fin du discours d'Eudémon, Gargantua est en PLS et pleure comme une vache, alors qu'à la fin du roman, on a un nouveau discours qui est construit en miroir, et ce nouveau discours, c'est le discours de Gargantua devant ses ennemis vaincus, et pour le coup, ce discours va lui attacher à la fois de nouveaux sujets qui vont accepter sa domination et qui vont l'accepter avec bonheur. Ainsi, on a bien une opposition entre une bonne éducation qui rendrait heureux et une mauvaise éducation qui rendrait malheureux. De la même manière, concernant la croyance, on va assister au même rejet. La croyance va être importante ici, tout simplement parce que on est au XVIe siècle et que les moines sont, entre autres, les dépositaires du savoir. Il y a donc bien un intérêt à étudier ce type de personnage. Premièrement, revenons là encore sur l'onomastique et attachons-nous au personnage de Janotus de Bragmardo. Janotus de Bragmardo, on a plusieurs choses à en dire. Premier élément, c'est le us, qui va venir ici donner l'illusion qu'il est savant avec ce suffixe qui donne une consonance un peu latine et qui était une pratique effective, notamment à la Sorbonne. Mais si on enlève ce suffixe, Janotus devient simplement Janot, le petit Jean, c'est-à-dire le débile du village. De la même manière, la particule de subit la même incertitude, sans doute que comme le suffixe latinisant, il est une illusion. Son nom de famille, enfin, évidemment, est porteur de ridicule, puisque dans Bragmardo, nous avons Bracmar, le Bracmar étant une petite épée courte et large, et qui désigne par métonymie le sexe masculin. Donc, en fait, dans Janotus de Bragmardo, ce que l'on a au niveau de l'onomastique, c'est le petit Jean avec une petite bite. Donc on a vraiment un rejet fondamental des Sorbonnards qui est donné dès
le nom propre. De la même manière, il va y avoir une critique de son discours, puisque on va avoir de multiples discours de moines qui vont à chaque fois être rejetés dans le ridicule. La harangue de Janotus de Bragmardo, qui n'a aucun sens ni dans les arguments, ni dans la syntaxe, ni parfois même dans le vocabulaire utilisé. Il a été élu comme le plus savant de la Sorbonne pour aller récupérer les cloches de Notre-Dame, et son discours n'a aucun sens ni aucune efficacité. Ça veut bien dire le niveau de ceux qui l'ont élu. De la même manière, lors de l'attaque de l'abbaye de Seuilly, la première réaction des moines va être d'aller se cacher et de faire des prières répétitives qui, là encore, n'ont aucun sens. Ils vont se réfugier dans la superstition plutôt que d'aller défendre leur abbaye. Enfin, là encore, on peut opposer les mauvais moines et les bons moines, et ça va être l'utopie finale de Thélème, qui va être cette abbaye fondée par frère Jean des Entomeurs, dans laquelle le précepte principal est « fais ce que voudras ». Pourquoi ils peuvent faire ce qu'ils vont ? Eh bien parce qu'ils sont bien nés et bien éduqués. Dans Thélème, ce qui nous est dit, c'est que le savoir est ce qui nous permet d'être libres, et donc d'être heureux. Là encore, l'opposition des modèles et des contre-modèles va venir souligner l'importance du savoir. Enfin, le savoir rend heureux tout simplement au niveau de la réception, puisque Gargantua est composé comme un miroir des princes, c'est-à-dire qu'il va mettre en scène, par l'exemple, les différents éléments nécessaires à la constitution d'un bon roi. Et en effet, si on se penche un petit peu plus précisément sur le contexte d'écriture, c'est ce que nous demanderait de faire l'étude de la réception, eh bien on peut reconnaître dans Grand Gousier, François Ier, dans Picrocole, Charles Quint, à travers les référents, même s'ils sont burlesques, de la guerre picrocoline, qui viendrait reprendre un petit peu des référents réels contemporains. Gargantua, ainsi, s'inscrit dans la tradition littéraire du Miroir des Princes, qui a pour but d'apporter du savoir au futur roi, en l'occurrence Gargantua, puisque Grand Gousier est effectivement roi, il est le roi des papillons en l'occurrence, mais peu importe. Du coup, il faudrait que Gargantua nous apprenne quelque chose à nous lecteurs. En l'occurrence, nous avons bien tout un tas de vulgarisation scientifique qui va passer à l'intérieur du roman. Je pense notamment, évidemment, à tous les discours de Ponocrate, qui sont des discours d'intelligence et de sagesse, mais qui sont donnés à Gargantua. Un cas plus intéressant serait la vulgarisation scientifique intégrée à la narration elle-même. Je vous en donne un exemple ici, extrait de la défense de l'abbaye de Seuilly par frère Jean des Entomeurs. En réalité, dans la description de cette bataille, Rabelais va utiliser tout un tas de termes techniques, de termes médicaux, pour d'une part accentuer la violence du combat, mais d'autre part, puisqu'il s'agit ici de la narration, nous transmettre à nos lecteurs un certain nombre de vocabulaire technique et médical. De la même manière, l'ensemble du roman est construit comme une leçon de rhétorique. Je vous en donne ici une liste d'exemples, mais le texte est truffé de morceaux de rhétorique tels qu'on demande de les maîtriser aux dirigeants au XVIe siècle. La harangue, la déclamation, les vers, les propos de table, l'épistolaire, les énigmes, tout ça, ça fait partie du bagage littéraire et rhétorique du bon dirigeant humaniste. Et bien tout cela va nous être donné par l'exemple dans Gargantua, par l'exemple ou le contre-exemple, on pense à la harangue de Janotus de Bragmardo, dans le roman à destination de son lecteur. Par ses modèles et ses contre-modèles, le lecteur va apprendre à parler, de la même manière que Gargantua a appris à parler. Ici, il vous faut absolument une conclusion intermédiaire. Normalement, il aurait fallu aussi une introduction intermédiaire, une introduction partielle, vous l'appelez comme vous voulez, dans laquelle vous présentez vos 3 sous-parties. Je ne l'ai pas fait, mais comme vous êtes bien plus sérieux que moi, vous le ferez pour votre bac. Cette conclusion intermédiaire, elle est extrêmement importante, non seulement parce qu'elle va vous permettre de synthétiser ce que vous avez exposé, parce qu'on n'est jamais à l'abri qu'on l'ait mal expliqué, et du coup, ce rappel va permettre de éventuellement le reclarifier pour le correcteur, mais aussi et surtout, elle est extrêmement importante parce qu'elle est le moment de votre dissertation dans lequel vous allez pouvoir proposer une première réponse, une réponse intermédiaire à la problématique. Le but de la dissertation, c'est de répondre à une question. La dissertation, elle est construite autour de 3 réponses possibles. Il faut que ces réponses soient le plus explicites possible pour être le plus efficace possible. Donc, dans ma partie, j'ai essayé de montrer que le savoir rendait heureux dans Gargantua. J'ai essayé de le montrer en montrant que les mauvais pédagogues et les mauvais moines étaient rejetés non seulement dans la narration, mais hors de la narration, par Alcofri Basnazier ou Rabelais lui-même. Alcofri Basnazier, le nom du narrateur,
étant l'anagramme de François Rabelais. Le roman ainsi se constitue comme un miroir des princes et il va apporter au lecteur un savoir dans le but de faire de lui un roi, de le rendre heureux. Conclusion intermédiaire, donc réponse intermédiaire à ma problématique. Le savoir rend-il heureux ? Gargantua est un livre qui tourne les ignorants en ridicule tout en mettant le savoir à disposition de son lecteur. Il procède d'une mise en abîme reposant sur un principe proche du castigat ridendo mores de la comédie. En d'autres termes, je vais faire en sorte de ne pas reproduire les mauvais exemples. Castigat ridendo mores, corriger les mœurs par le rire. En fuyant les contre-exemples, de fait, je vais suivre les bons et c'est ça qui me rendra heureux. Ici, vous pouvez insérer une transition. La transition, c'est ce qui va montrer la limite de la première partie, de facto, la limite du sujet lui-même. Cependant, même si Gargantua sort bête de son éducation par les sophistes, on ne peut pas vraiment dire non plus que cette éducation, au moment où il la vit, le rende malheureux. Ce qui m'amène à ma deuxième partie. Dans Gargantua, les ignorants ne sont pas spécialement malheureux. Et le fil conducteur qui mènera la partie, c'est de montrer qu'il s'agit alors de rire avec les autres et non pas seulement contre. Le rire devient alors le marqueur de la joie. Alors les ignorants ne sont pas spécialement malheureux, tout simplement parce que l'ignorance fonctionne comme un rejet de la complexité de la vie. Et si on s'intéresse au cas de Tubal Holoferne, il est très intéressant de voir que son enseignement n'est pas si différent de ce que Gargantua faisait déjà spontanément quand il était enfant, à savoir boire, manger et dormir et boire, dormir, boire et manger. C'est exactement les trois fondamentaux qui reviennent dans l'enseignement de Tubal Holoferne. Il y a peut-être un élément que Tubal Holoferne rajoute, c'est les jeux, et il y a un chapitre entier constitué d'une liste de jeux immense, il y a plus de 200 jeux, c'est le chapitre 22, et on ne peut pas vraiment dire que jouer soit désagréable. Quand on y regarde de plus près, Gargantua ne doit pas nécessairement être malheureux lorsqu'il est sous l'enseignement de Tubal Holoferne. De la même manière, la mort de ce dernier est extrêmement intéressante, parce qu'il meurt tout de même de syphilis, ce qui montre quand même qu'il aura bien profité de la vie. De la même manière, Gargantua, lorsqu'il racontera l'enseignement qu'il a eu par Tubal Holoferne, la description de ce qu'il a vécu repose tout à fait sur ce que Bergson définit dans le rire comme de l'humour, c'est-à-dire que Gargantua va décrire les choses telles qu'elles sont en faisant semblant de croire que c'est ainsi qu'elles devraient être. Pour Gargantua, il était normal de ne pas avoir d'heure précise à laquelle se lever, il était normal de passer son temps à boire et à manger, de passer son temps à jouer. Et ce n'est que parce que Ponocrate va lui faire vomir son éducation, que Gargantua lui-même va comprendre que tout cela était une perte de temps. Tant qu'il est dans l'action, il n'est pas malheureux. Par contre, lorsqu'il sera mis sous l'enseignement de Ponocrate, son enseignement va changer de manière drastique. On a vu que c'était pour le meilleur, certes, mais en même temps, l'enseignement de Ponocrate, il le subit. Il s'agit ici de rétablir une discipline contre le laxisme des sophistes, et si la discipline est mère de sagesse, il faut d'abord voir le sens du mot. La discipline, c'est la règle monastique, de là, c'est le châtiment imposé par la règle, de là encore, l'instrument de la flagellation. La discipline, ça fait mal. Ainsi, si on considère cette opposition entre soi-disant bonne et soi-disant mauvais enseignement, on se rend compte que le bonheur n'est pas forcément là où on l'attendait. De la même manière qu'on avait étudié le rejet des mauvais moines, on peut aussi considérer que la superstition, en tant qu'ignorance, elle pourrait constituer un remède à la dureté de la vie. Si je reprends Janotius de Bragmardo, certes, son discours n'a aucun sens, certes, on se moque de lui, mais en réalité, on ne se moque pas véritablement de lui. Tout le monde rit ensemble, lui y compris. On est bien dans ce rire avec, il participe de la joie qu'il a suscitée chez son auditoire. De la même manière, on ne peut pas vraiment dire que Janotius de Bragmardo soit malheureux. La preuve, c'est qu'il est payé 2 fois pour avoir rien fait. On a bien quelque chose qui est de l'ordre de la récompense, de la nullité, et finalement, le discours superstitieux qu'il va servir à Gargantua, va effectivement lui permettre de vivre un peu mieux, avec un peu plus de nourriture et de meilleurs habits. De la même manière, si on considère l'épisode des pèlerins mangés en salade, effectivement, ces pèlerins sont ignorants, ils vont confondre superstition et
véritable foi, mais c'est bien grâce à cette superstition qu'ils vont accepter les différentes épreuves par lesquelles ils vont passer. Le fait d'être mangé, le fait de tomber dans des choses trappes, le fait de manquer d'être noyé, etc., etc., etc. Tout cela, ils vont l'expliquer à la lumière des Saintes Écritures, et même si c'est un procédé superstitieux, ça leur permet tout de même d'accepter l'épreuve et de la surmonter. Enfin, si on considère le cas de Picrochole, lui, il va être mené à sa perte par ses propres conseillers qui sont relativement ignorants, puisqu'ils vont essayer de le faire devenir maître du monde alors qu'il n'a pas gagné sa première bataille, et Picrochole lui-même va être desservi par sa crédulité. Cependant, c'est bien sa superstition qui lui permettra de surmonter cette épreuve, puisque, ayant perdu, s'étant enfui, il va rencontrer une sorcière qui va lui faire la prophétie suivante « Ton royaume te sera rendu à la venue des Coqcigrues », et donc c'est ce qui va lui permettre de vivre dans l'attente, mais de vivre en ayant l'espérance de revenir sur le trône. Et en cela, cette prophétie et sa propre superstition vont constituer une forme de bonheur. Enfin, les ignorants ne sont pas spécialement malheureux, non seulement à l'intérieur de l'histoire, mais aussi dans la réception de l'œuvre. De la même manière qu'on avait montré qu'il s'agissait d'un miroir des princes, eh bien aussi Gargantua est une œuvre vulgaire. On retrouve tout un ensemble de comiques du bas corporel, que ce soit dans sa naissance, puisque sa mère lui donne naissance par l'oreille certes, mais surtout au moment où elle a une chiasse pas possible. L'invention du torche-cul, le mot lui-même est vulgaire, et en plus le geste qu'il désigne l'est tout autant. Le déluge urinal de la jument au Guet-de-Vède ou de Gargantua à Paris. L'onomastique, toujours, il y a un conseiller qui s'appelle Bas de Fesses. Le comportement des nourrices avec Gargantua qui vont l'initier à la sexualité dès son plus jeune âge, l'énigme des cuisses fraîches, etc., etc., etc. Et donc finalement, on pourrait, nous, lecteurs, se contenter de rire grassement de l'ensemble de ces blagues. De la même manière, l'œuvre est vulgaire parce qu'elle est populaire. Non seulement elle repose sur des traditions populaires, mais elle va donner naissance à des traditions populaires, notamment à travers la réutilisation des géants, la critique des mauvais moines, etc., etc., etc. Donc, on pourrait se contenter, nous lecteurs, d'une superficialité, d'une lecture qui se bornerait aux apparences, et, on va pas se mentir, ça me fait rire de lire des blagues de caca. La lecture superficielle de Gargantua, elle est tordante, elle me rend heureux. Conclusion intermédiaire. Dans cette partie, on a essayé de montrer que les ignorants n'étaient pas spécialement malheureux, parce que l'ignorance peut permettre de rejeter la complexité de la vie, la superstition être un remède à la dureté de cette vie, et que dans sa réception, on pouvait simplement se contenter de rire du livre, se contenter de l'apparence, une apparence qui me rendrait heureux. Conclusion intermédiaire, donc, le savoir rend-il heureux ? Eh bien, Gargantua est un livre qui ne présente finalement que des personnages heureux, qu'ils soient savants ou ignorants. Et de là alors, il vise à rendre heureux son lecteur par le rire qu'il suscite. Je pourrais m'arrêter là, mais il vaudrait mieux faire un grand 3 de manière à pouvoir avoir une réponse définitive qui ne soit pas simplement un entre-deux, une réponse de Normand, c'est-à-dire le savoir rend heureux, mais l'absence de savoir rend heureux aussi, et du coup ça dépend. Il faut vraiment bannir ce genre de réponses qui n'en sont pas. La dissertation vous demande de trancher, et le grand 3, du coup, n'est pas véritablement une exigence méthodologique, mais elle est une exigence logique par rapport à cette attente de réponse définitive. Il me faut donc une transition. Pourtant, on ne peut nier que le roman se moque des savants. En réalité, ce que valorise Rabelais, c'est moins le savoir extérieur que la connaissance qui est intériorisée. Ici, ce qu'on va essayer de montrer dans le grand 3, c'est que la connaissance rend heureux, tout simplement parce que même les ignorants connaissent certaines choses. Peu, certes, mais au moins certaines, c'est ce peu de choses qu'ils connaissent qui permettent de les rendre heureux malgré leur ignorance crasse. Il va alors s'agir de rire pour connaître, et le rire devient le marqueur de la bonne voie. Alors pour expliciter un petit peu plus ce passage du savoir à la connaissance qui va fonder véritablement cette partie, il faut s'intéresser à une métaphore extrêmement importante dans le roman, qui est la métaphore de la nourriture. Pourquoi elle est importante ? Eh bien, lorsque je mange, je mets quelque chose en moi, ce quelque chose me traverse et est rejeté de l'autre côté. Ça, c'est le savoir. Par contre, lorsque je mange, eh bien, il va y avoir certaines choses qui vont passer en moi, qui vont devenir moi, et c'est précisément ça, la connaissance.
Et donc ce phénomène de digestion de la nourriture peut s'appliquer aussi au savoir, puisque dans la digestion, la question que je me pose, c'est que me reste-t-il de ce que j'ai ingéré, ce qui est devenu moi? Que me reste-t-il du savoir que j'ai appris? Eh bien, la connaissance. Et c'est cette connaissance qui va être importante, ce qui est resté, en fait, ce qui est devenu moi. Mais la digestion du savoir, elle est aussi importante dans le sens où elle permet d'établir un principe de sélection. En fait, il y a une deuxième question qui est sous-tendue par cette métaphore, c'est qu'est-ce qui ne reste pas en moi? Et la réponse, c'est ce que mon corps a rejeté. Et il faudrait faire un sort ici au vomissement et à la diarrhée, qui sont des éléments que l'on voit apparaître dans le roman. Et tout l'enjeu va être justement de retenir le maximum de choses, en tout cas de retenir ce qui me rend le plus heureux. Rien de ce que Tubal Holoferne ou Joblin Bridé n'ont enseigné à Gargantua ne l'ont amené au bonheur, puisqu'il pleure comme une vache face au démon, donc il faut vomir tout ça. Donc doit rester dans l'ordre du savoir, c'est-à-dire extérieur à moi, tout ce qui ne me permet pas d'être heureux. Et on peut retourner l'argument, tout ce qui est resté en moi, c'est ce qui me permet d'être heureux. Tout cela alors permet de me faire grandir, et il n'est pas anodin que le roman tourne autour du personnage d'un géant. En réalité, l'ensemble du roman porte sur la question du bonheur. Cela est montré dès le disin liminaire, dont la fin est la suivante: « Mieux est de rire que de larmes écrire, pour ce que rire est le propre de l'homme. » Ici, dès cet avant-texte, on va avoir un exposé sur la vertu cathartique du rire qui est hérité de Galien. Il ne faut pas oublier que Rabelais est médecin et qu'en tant que médecin, d'autant plus en tant que médecin humaniste, il a connaissance des médecins antiques, en l'occurrence de Galien, et c'est Galien notamment qui va théoriser cette vertu cathartique du rire. Ce qu'il faut entendre par vertu cathartique du rire, c'est l'idée que par le rire, je me soigne. Et c'est précisément en vue de cela que le livre est écrit. Il ne faut pas oublier que le livre est un silène et que par cette métaphore, le livre est considéré comme un médicament. Et en fait, quand on y réfléchit, eh bien, tout est sujet au rire dans Gargantua. Et en définitive, il s'agit alors dans Gargantua d'apprendre à rire de tout. Faire sien la connaissance du fait que tout est risible. Tout est risible, y compris les questions les plus graves, comme la question de la mort par exemple. Il est très intéressant de voir que même les personnages morts participent de la joie commune. Soit ils meurent heureux, comme c'est le cas du conseiller renégat de Picrocole, soit ils meurent pas forcément heureux, ou en tout cas on ne parle pas de leur malheur, mais surtout ils meurent de manière extrêmement drôle. Soit ils sont noyés dans la piste, c'est du comique de situation, soit il y a du comique de mots lorsque Tripet a été tripé, soit il y a du comique de caractère avec la mort par syphilis de Tubal Holoferne, j'en ai déjà parlé, soit lorsque Frère Jean des Anteaux meurt, empale par le fondement un de ses ennemis, où là on a bien l'image qui est gravée dans notre cerveau. En réalité, tout ça va participer à l'acceptation de notre destin qui est mourir. Et on peut rattacher ça à l'idée d'éternel retour que l'on retrouve chez Nietzsche par exemple, qui est donc cette acceptation du destin tragique de l'humain, mais qui est une acceptation heureuse. C'est ça la clé chez Nietzsche. Enfin, du coup, on va pouvoir voir que toujours, il faut considérer la réception de l'œuvre, puisqu'en effet, dès le début de l'œuvre, nous avons une importance accordée à l'interprétation. On l'a vu, vous le savez, Gargantua est né par l'oreille de sa mère. De là, alors, il faut l'interpréter. Gargantua, personnage, naît par l'oreille de sa mère, Gargantua, œuvre, naît dans l'oreille du lecteur. Il y a nécessité d'interpréter. Et cette nécessité, elle est présentée dès le prologue de l'auteur, à travers la métaphore de l'os à moelle, notamment, qui invite le lecteur à casser l'os pour dévorer la moine, la substantifique moelle, qui est donc ce phénomène interprétatif. Par ailleurs, on pourrait rappeler la multiplication des énigmes tout du long du roman, les fanfreluches antidotées, les cuisses fraîches, la taille du nez, la prophétie de Thélème, etc. Aucune de ces énigmes n'ayant de réponse ou de réponse satisfaisante. Il s'agit donc aussi par là de challenger le lecteur, le pousser dans ses retranchements, lui imposer l'interprétation. Parce que c'est ça qui rend heureux, c'est ce que j'ai retenu, et donc l'effort que j'ai fait pour le retenir, c'est ça qui me rend heureux. Conclusion intermédiaire, dans Gargantua, du coup, c'est la connaissance qui rend heureux et pas véritablement le savoir. Puisqu'en effet, à travers la métaphore de la nourriture qui symbolise ce passage du savoir à la connaissance, on comprend mieux que le but du texte est d'être interprété de manière à pouvoir nous guérir, en l'occurrence nous guérir de notre ignorance. Le passage du savoir à la connaissance, c'est précisément le fait de rompre l'os et d'accéder à la moelle du sens.
un sens que je vais faire mien, qui va devenir moi et qui me rendra heureux. Conclusion intermédiaire, le savoir rend-il heureux? Eh bien, Gargantua est un livre qui remet beaucoup de choses en question, mais sans jamais rien remettre en cause. C'est au lecteur de choisir personnellement ce qui le rendra heureux, inscrivant le roman dans un relativisme caractéristique de l'humanisme. Pas besoin de transition ici, puisque je suis à la fin de mon grand 3, je vais enfin pouvoir conclure de manière définitive. Mais avant ça, personnellement, je conseille de rappeler la problématique. C'est surtout pour se rappeler à soi d'y répondre. Et puis après, eh bien, nous avons tout un blabla obligatoire, qui est le rappel du développement, qui fait, je vous l'accorde, très artificiel, mais qui est attendu. Donc, puisque c'est attendu, il faut le faire. Donc le savoir rend-il heureux? Nous avons vu dans un premier temps que le savoir rendait heureux, puisque Gargantua oppose des mauvais pédagogues et des mauvais moines à des bons pédagogues et des bons moines, de manière à instruire son lecteur par des exemples à suivre et des contre-exemples à éviter. Nous avons considéré ensuite que dans Gargantua, les ignorants n'étaient pas spécialement malheureux, puisque l'ignorance ou la superstition pouvait être considérée comme des remparts contre la complexité ou la dureté de la vie, et qu'il y avait une forme de bonheur atteignable dans la superficialité, que ce soit au niveau de la diégèse, pour les mauvais éducateurs ou les superstitieux, ou que ce soit hors de la diégèse pour le lecteur. Enfin, nous avons montré que dans Gargantua, c'était moins le savoir que la connaissance qui rendait heureux, notamment à travers la métaphore de la nourriture, qui symbolise cette transition, cette transformation du savoir en connaissance, une connaissance qui du coup va devenir mienne, qui va me faire grandir et qui de fait me rendra heureux, tant dans la diégèse que dans la réception. Une fois qu'on a fait tous ces rappels, fastidieux mais nécessaires, il va falloir obligatoirement rajouter une étape qui est l'étape de la réponse définitive. Cette étape de la réponse définitive, je vous conseille toujours de soigner la rédaction parce que c'est la dernière étape, c'est la dernière relation entre guillemets que vous aurez avec votre correcteur et si vous arrivez à faire un truc un peu stylé, bah forcément ça va mettre le correcteur un peu plus de votre côté. Donc j'ai essayé de faire un truc stylé à ma mesure. Le savoir rend-il heureux? Gargantua est donc bel et bien un roman qui classe ses personnages comme savants ou ignorants et qui les oppose même sur ce critère tout du long de son récit. Et il serait aisé de s'arrêter à cette lecture. Rabelais, cependant, nous incite explicitement dès le prologue à ne pas nous arrêter au chant des sirènes, mais de l'interpréter à plus haut sens. En dernière instance, tous les personnages du livre sont heureux, mais à leur niveau. Et ce qui détermine ce niveau, ce n'est pas le savoir, mais c'est ce qu'ils en ont retenu, c'est-à-dire leur connaissance. Voilà. J'ai terminé pour ce deuxième plan qui était axé autour d'une problématisation sur la question du bonheur. Donc normalement, vous l'avez vu, hein, il y a des arguments qui sont les mêmes, il y a des exemples qui sont les mêmes, il y a même parfois des gifs qui sont les mêmes. Vous ne mettez pas de gifs évidemment dans votre dissertation, mais vous aurez peut-être des expressions qui seront les mêmes d'un plan à l'autre. Il n'y a jamais qu'un nombre limité d'exemples et d'arguments, c'est toujours la combinaison que vous allez faire de ces exemples et de ces arguments qui va faire de votre plan quelque chose d'efficace, quelque chose de pertinent et quelque chose d'original. Ici, je vous l'ai dit, il me semble que ce plan-là est plus complexe que la problématisation autour de la notion de savoir. C'est peut-être qu'une impression. Toujours est-il que l'un comme l'autre sont justes. N'oubliez pas que ce qui est juste en littérature, c'est toujours ce qui est justifié et qui est donc efficace. Je vous encourage vivement, si ce n'est pas déjà fait, à aller voir l'autre plan que j'ai déjà traité, et si ce n'est pas déjà fait non plus, à aller voir l'analyse du sujet. Pour le coup, les éléments de méthodologie que je donne dedans, ils peuvent être utilisés aussi bien sur Gargantua que sur toutes les œuvres, et en fait sur toutes les dissertations de littérature, puisque de toute façon, il s'agit toujours de la même mécanique argumentative, et donc une fois qu'on a maîtrisé cette mécanique, eh bien on peut aborder plus sereinement l'exercice néanmoins difficile qu'est la dissertation.